Un Dash 8, c'est entre 10 et 15 000 euros l'heure de vol. Le Canadair, c'est aux alentours de 15 000, voire un petit peu plus. Le Tracker, dans les dernières années, il était aux alentours de 5 000 euros l'heure de vol. L'heure de vol du V22, elle est estimée à 80 000 euros. Eh bien, debout là-dedans. Bonjour à tous. Bienvenue sur Lâcher Solo. Alors, c'est une émission particulière quand même aujourd'hui parce que, en fait, demain, ça va faire un an que l'émission a commencé. Ça fait un an que Gilles m'a dit, mais Fred, toi, ça t'intéresserait pas de faire une émission de chez toi, de faire de décryptage de l'actu pendant 1 heure? Ouais. Et donc voilà, ouais, le 23 novembre 2023, je prenais l'antenne ici. Faites-moi signe, dites-moi que vous m'entendez. Avec une coupe de cheveux improbable, une barbe à rallonge et des sujets, c'est toujours les mêmes. Pas vrai, des fois je varie. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de l'expérience? Non, pas encore. C'est trop jeune, mais on a fait 40 émissions. Plus 2 jump seats spéciaux, donc celui que j'ai fait depuis chez moi sur les Canadair, et puis celui qu'on a fait au Fana autour d'Overlord. J'ai fait 2 jump seats avec des invités, donc celui avec Jérôme évidemment, et celui avec Franck, que j'oublie pas, que c'était marrant comme tout. Il y en aura d'autres. On a eu effectivement des émissions qui ont été un peu chaotiques avec des coupures, c'était le cas il y a 3 semaines, mais finalement on s'en est sorti. Oui, il y a des problèmes de son, oui, des fois je bafouille, oui, des fois je confonds Cuba et Suez, oui, Bon, bref, c'est de 100% direct, c'était un petit peu le cahier des charges qu'on voulait, c'était quelque chose qui était spontané, direct, et puis qui crée un lien peut-être aussi avec les auditeurs. Et quand je vois les gens, les noms qui s'affichent sur le chat, je me dis que bah oui, effectivement, on a capté quelques auditeurs qui sont des fidèles de l'émission, même si certains ne peuvent pas rester toute l'émission et qu'ils vont attendre le chat. Hein, Ben Moll, c'est Lâcher Solo, c'est une émission particulière, c'est du just chatting comme on fait sur Twitch. Il y a un replay sur YouTube après dans la semaine. Même les replays sur YouTube, certains ont fait des audiences qui m'ont étonné. Honnêtement, quand je vois que certaines émissions dépassaient les 10 000 vues, bon, il n'y a pas de quoi se relever par la nuit, mais bon, ça fait 10 000 personnes qui sont venues voir ce que je racontais. Je ne m'attendais pas à des chiffres pareils au bout de seulement un an, honnêtement. Voilà, vu que je ne suis pas grand public, j'ai des sujets qui sont récurrents et qui sont quand même des sujets de spécialistes. Bon, on va pas tirer non plus la couverture, on va pas commencer à sortir le champagne. Mais en tout cas, pour moi, l'expérience, oui, ça a un peu changé un petit peu mon approche du job. Je veux aussi remercier les gens qui m'ont envoyé du courrier. Aujourd'hui, juste pour vous donner un petit truc, aujourd'hui j'ai reçu un courrier d'un monsieur qui a 82 ou 84 ans et qui a vu mes émissions sur YouTube et qui a bien aimé, parce que c'est un ancien navigant de la sécurité civile, hélico. Et on a commencé à échanger, et là aujourd'hui il m'a envoyé une série de photos qu'il a prises dans les années 80, je peux vous le dire, sur l'accident du DC6 près de Perpignan. Je suis estomaqué des photos qu'il m'a envoyées, des informations qu'il me donne. Et ça c'est une il y aura peut-être une émission spéciale DC6 Sécu un jour, on le devra aussi à ces photos. C'est une des conséquences de l'émission, c'est qu'il y a des gens qui ont vu que j'essayais d'être sérieux et ça leur a plu. Bon, merci à tous en tout cas, parce que il y a moi, oui, mais sans vous, l'émission elle servirait à rien. Donc merci à tous. Pour la faire connaître, relayez aussi, partagez les replays. Ça nous fera pas de mal de toute façon. On va parler aujourd'hui de quelques bricoles, toujours en lien avec les sujets habituels. C'est vrai qu'on parle de Martin Mars, c'est vrai qu'on parle de Tracker, c'est vrai qu'on parle de Bombardier d'eau. Est-ce que c'est de ma faute à moi s'il y a de l'actu toutes les semaines sur ces trucs-là? Non. Bon, voilà, mon job, c'est de parler de l'actu. Je m'en suis emparé. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Oui, 52 semaines de Bombardier d'eau, de Tracker et de S2F. Oui, alors il y a 40 émissions, enfin, plus les hors-séries, ça fait 44. On va continuer. On fera une petite pause à Noël, mais vous allez voir, d'ici Noël, on va préparer des choses. J'ai eu Rémi Michelin au téléphone ce midi pour un autre sujet, mais il est partant pour faire une émission en direct avec nous avec Xavier Méal, puisque j'aurai 2 photographes sur le plateau pour parler des photos aéro. Et de toute façon, Rémi sort un livre Carlingue dans quelques jours et il nous l'amènera sur le plateau, on le verra. C'est un livre qui est consacré à l'armée de l'air, qui a été fait ces derniers mois, un peu dans le cadre de l'anniversaire des 90 ans de l'armée de l'air. Et puis on parlera de ses projets, de sa carrière. Et pareil, Xavier, qui est donc rédacteur en chef adjoint du Fana de l'aviation, mais qui est aussi un grand photographe de Warbird, nous expliquera aussi comment lui travaille.
On est en train de fixer une date, alors ce sera aux alentours de la mi-décembre. On est en train de regarder 17, 18 décembre, dans ces eaux-là. Voilà. On va attaquer l'émission. Moi, cette semaine, j'ai fait un truc un peu sympa. J'ai été invité au consulat des États-Unis dans les salons Marshall, en fait, dans l'hôtel Talleyrand qui est rue de Rivoli. Alors, les salons Marshall, c'est parce que c'est là qu'était l'administration américaine du plan Marshall en France quand la France avait besoin de ce plan Marshall pour se relancer. C'était pour le lancement du nouvel album de Romain Hugo, consacré au tome 4, dont on avait parlé il y a quelques semaines au moment de l'anniversaire de la catastrophe de Clara Hultgren. L'album est sorti, je l'ai reçu et il est magnifique. Alors, pour ceux qui sont abonnés à Aérobuzz, j'ai publié ce matin une recension un peu particulière de cet album. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui sont abonnés. Alors ceux qui ne sont pas abonnés, désolé, vous n'aurez que l'introduction. Je me suis un peu lâché parce que l'album m'a inspiré beaucoup de choses. En résumé, je trouve que Romain Hugo, là, pour le coup, atteint une espèce de maturité graphique qu'on lui connaissait. Mais en plus, là, il est servi par une histoire extraordinaire. Moi, sur les bandes dessinées qui sont publiées, je suis assez critique parce que les histoires m'emballent pas, m'intéressent pas réaliste, pas impliquant, pas d'enjeu, pas une bonne histoire. Et pour moi, une bonne histoire, c'est quand même important. Et là, il y a une bonne histoire. En plus, c'est une histoire vraie, donc elle est forcément bonne. Et alors, graphiquement... Bon, sans commentaire, le truc... je dis à un moment dans ma recension que oui, le format d'une BD, c'est un peu court. En 4 mètres par 3, ce serait mieux. Il y a des dessins, franchement, oui, c'est des choses qu'on peut mettre au mur, dans une bibliothèque, dans un salon... Ouais, là, c'était excellent. Vraiment, je suis emballé. Alors, j'ai en plus eu la chance, vous avez à l'écran les 3 personnes qui ont collaboré pour faire cet album. Vous avez Anastasia Heinzel, qui est la scénariste. Alors, elle est scénariste pour la télévision, elle est scénariste de séries télé. Et puis, Éloi Rousseau, et c'est lui qui a écrit le cahier technique qui est un peu à la fin de l'album pour donner des précisions sur l'histoire du tome 4. Et puis, vous avez au micro Romain Hugo, donc le dessinateur, et qui est aussi coloriste sur cet album. Et honnêtement, les couleurs sont waouh, incroyables. Vraiment, c'est un très bel album. Alors, 17 € et quelques pour la version de base. Il y a une version à 30 € grand format, une version ultra collector à 200. Comme j'ai été invité à ce cocktail, on est reparti avec la BD, donc j'ai pas eu besoin de l'acheter. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en plus, j'ai une belle dédicace. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, en fait, c'est que quelque part, et il en parle dans tous ses interviews, c'est qu'il a découvert cette histoire, l'histoire du Fast-Eagle 107 et de Clara Hultgren en lisant ceci. Ça, c'est le hors-série que j'avais fait pour le Fana en 2020 pendant le confinement. Et j'avais effectivement détaillé un peu l'histoire de Clara Hultgren. Et c'est en lisant le hors-série qu'il a dit « Oh, mais ça, c'est une bonne histoire !» Voilà. Donc je suis un peu content parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. J'ai raconté une bonne histoire et lui l'a redécouvert peut-être parce que c'est quand même quelque chose qui était assez connu et on a décidé d'en faire un album. Et ça veut dire que j'ai bien travaillé. Voilà, quelque part aussi ouais, voilà, je suis content. Ça veut dire que j'ai bien raconté l'histoire, que j'ai amené la bonne information aux bonnes personnes et qu'ils en ont fait quelque chose de vraiment intéressant. Je ne touche aucun droit sur l'album de Romain. Je n'ai aucune prétention d'ailleurs là-dessus, puis ça se fait pas. Mais je suis juste content d'avoir écrit un truc qui a inspiré quelqu'un. Et ça, c'est juste que ça me fait plaisir. Et j'ai l'album entre les mains et ils en ont fait quelque chose que moi-même, je n'aurais pas pu faire aussi bien. Voilà, c'est vraiment c'est la bonne surprise de ces dernières semaines et je voulais en parler. Bon, la semaine dernière, j'ai râlé parce que je trouvais dommage, et d'ailleurs, ils en ont fait un short, je trouvais dommage que souvent les bombardiers d'eau, quand ils partaient au musée, ils sont remis au standard militaire et que, bon, c'est assez logique, mais ça m'embête. J'avais à peine reposé le micro en fin d'émission, je fais un petit tour sur les réseaux sociaux et je ne sais pas par quelle magie, un compte auquel je ne suis pas abonné a publié ceci.
Et voilà, je suis tombé sur ce roulage d'un TBM Avenger. Alors, c'est un musée qui se trouve pas très loin de New York. C'est le Naval Air Station Wildwood Aviation Museum qui se trouve à Cap May dans le New Jersey, consacré à l'US Navy. Ils ont un beau F-14 d'ailleurs dans un hangar très joli, un hangar Seconde Guerre mondiale, ça a l'air d'être très très joli leur emplacement. Et ils ont un TBM Avenger qu'ils ont laissé et qu'ils font voler au standard bombardier d'eau. Alors c'est un TBM qui a été construit au début de 1945, visiblement qui n'a pas été engagé au combat, qui a une carrière dans l'US Navy en tant que remorqueur de cible. Et puis, dès 1963, il est libéré et mis sur le marché civil. Il est racheté par une petite société qui s'appelle Richardson Aviation. Et en 63, il commence une carrière de bombardier d'eau. En 76, il passe chez Hillcrest Aircraft et la même année, en fin d'année, il est racheté par Forest Protection Limited, qui est dans le Nouveau-Brunswick, au Canada, et qu'il utilise jusqu'en 2004. Effectivement, LTD, FPL, c'est en 2004 qu'ils lâchent leurs derniers Avengers pour des Air Tractor. Et en fait, l'avion était devenu précieux. Et je crois qu'ils en ont collé dans tous les musées qu'ils pouvaient. Et je ne savais pas qu'il y en avait encore un qui volait aux couleurs de FPL. Et ça fait super plaisir. Il a un joli bruit, il a de jolies couleurs. Eh ben, ça fait plaisir de voir qu'il y en a de temps en temps. Alors, je ne sais pas s'il peut encore larguer, s'il largue dans les meetings, mais de le voir avec ces couleurs-là, ça fait plaisir. Des TBM et Avenger, il y en a pas mal sur le marché des Warbirds aux États-Unis, aux couleurs US Navy, aux couleurs de l'avion de George Bush, père, qui avait combattu pendant la guerre du Pacifique dessus. Mais en avoir un comme ça en état de vol, encore dans sa configuration tanker, ça fait super plaisir et il a l'air très joli. Pour la petite histoire, il porte un surnom, il s'appelle Suzanne, puisque les avions, les avions sont féminins en langue anglaise. Et de tomber sur cette vidéo à la suite de l'émission de mon petit râlage habituel, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, des bombardiers d'eau, on va en reparler bientôt. Alors, c'est la 3e fois que j'en parle. Effectivement, en décembre ou janvier, on verra en fonction du calendrier, on va recevoir à nouveau Jérôme Laval, pilote de Tracker au Calfire, sur le plateau. Je vous invite à nous envoyer vos questions, vos remarques à l'adresse mail suivante. J'ai déjà reçu quelques messages avec des questions extrêmement pertinentes, mais ne lâchez pas l'affaire et surtout envoyez-nous vos suggestions. Je réitère cet appel parce qu'on a des tas de sujets à aborder. Et en fait, on voudrait aussi qu'il y ait un peu d'interaction et faire tourner l'émission, au moins une partie, avec les questions du public. Il y en a plein. J'en ai récupéré certaines sur les commentaires de YouTube, par exemple. Mais ce serait bien que les gens qui sont habitués à venir sur le chat en posent quelques-unes. C'est quelqu'un qui vole depuis 30 ans sur feu. Sa première saison, c'est 1996. Ça fait 28 ans, ok. Il termine sa mission 22-23. Je crois qu'il prend l'avion lundi. Il va au mariage de son frère et donc il revient. Il sera début décembre à Paris. Donc on s'organisera à ce moment-là. Profitez-en, on a quand même quelqu'un qui a une expérience géniale et qui aime communiquer, qui veut communiquer sur son métier. Alors allez-y, lâchez-vous, et il n'y a pas de question taboue avec lui. On peut parler pognon, salaire, tout ce que vous voulez. On peut parler qualité de vie en Californie. Il y a des choses à dire. Si vous voulez vous-même, si vous pensez que vous avez une place à trouver dans ce business-là, si vous avez des conseils à lui demander, mais alors, surtout pas hésiter, quoi. Vraiment. Donc envoyez-nous vos questions à cette adresse mail-là. C'est relevé tous les jours, vous inquiétez pas. On va donc attaquer le sujet, un des sujets principaux de l'émission, puisqu'il s'est passé quand même quelque chose dans le Connecticut d'assez révolutionnaire, assez pour qu'on en parle ici. Alors, il y a eu des articles dans la presse française à la suite du communiqué de presse de Sikorsky, parce que vraiment là, il faut évoquer le sujet, parce que c'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé. Donc, il y a une quinzaine de jours, la société Sikorsky, sur son site dans le Connecticut, a fait voler un Black Hawk avec un Bambi Bucket, et ils ont fait une démonstration d'une demi-heure qui comportait 3 largages
et donc 3 remplissages pour montrer la possibilité de faire des missions HBE, non pas avec le Black Hawk, parce que ça, on sait qu'on peut le faire depuis très longtemps, non pas avec un équipage, parce qu'il y avait bien un équipage à bord, mais surtout un équipage qui n'a pas touché les commandes du vol. Et c'est là où les choses deviennent vraiment très très intéressantes, c'est que le Black Hawk en question, oui, il y avait 2 pilotes à bord, mais qui avaient ordre de ne pas toucher les commandes, parce que l'avion était géré à distance, alors par un système que Sikorsky a mis au point et qui a déjà été utilisé pour un certain nombre de démonstrations d'hélicoptères de transport dans les environnements militaires. Alors ça, c'est quelque chose qui date maintenant, puisque je pense que ça fait quasiment une dizaine d'années que les premières expériences d'automatisation du vol des hélicos pour les opérations militaires a été faite. Je me souviens d'une expérience qui avait été faite avec un Kaman Kamax en Afghanistan, où l'appareil avait été utilisé pour transporter des munitions, des charges d'un camp à un autre au-dessus du territoire afghan, et sans équipage à bord. Donc en fait, un drone, mais avec une vraie capacité d'emport, puisque là, on parle en tonnes. Sikorsky a continué le travail, a conçu un système de mission qui s'appelle le Sikorsky Matrix, qui permet de diriger l'hélicoptère à distance, et on va voir comment dans quelques minutes, et couplé à un autre système de gestion de mission feu de forêt qui a été, lui, conçu par une société californienne qui porte le nom de Rain, la pluie en anglais, société californienne qui, donc, envisage d'implanter ce système de mission à bord d'hélicoptères qui, ainsi, pourrait opérer sur feu sans équipage. Et visiblement, ça marche bien, puisque la démonstration qui a été faite a permis à l'appareil de frapper des cibles qui étaient relativement étroites. On parle de barils enflammés qui doivent faire une dizaine de pouces de diamètre, donc c'est quelques dizaines de centimètres. Et l'appareil a pu opérer, alors là, avec un vent de travers qui était estimé à 8 ou 10 nœuds, ce qui n'est pas énorme, mais qui quand même montre que le système de mission le prend en charge et s'en sort. Donc c'est vraiment une expérience intéressante. Oui, on peut utiliser le mot révolutionnaire, ça veut dire qu'on pourrait à terme éventuellement se passer d'équipage dans les hélicoptères. C'est une forme de révolution. Il va falloir voir un certain nombre de paramètres. Évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais techniquement, aujourd'hui, on peut le faire. Ça a été fait. C'était une grosse démonstration qui a été faite devant des membres du Congrès et devant des opérateurs pompiers du comté d'Orange et du Los Angeles Fire Department. Ça marche. L'hélicoptère l'a démontré. Et l'équipage, effectivement, n'a pas eu à toucher les commandes de vol de toute la mission qui a duré une demi-heure, qui a permis de faire 3 largages, donc 3 remplissages du Bambi Bucket. Je crois qu'il n'y aura pas que les hélicoptères. Oui, un jour, il y aura peut-être des avions, mais je pense que ça va commencer par les hélicos. Pour n'effrayer personne, et l'argumentaire, je l'ai trouvé assez fin de la part de Sikorsky, de la part de Rain, c'est qu'ils ont évoqué le travail de nuit. Et évidemment, avec un drone, opéré de nuit semble plus sécure qu'un hélicoptère avec un homme à bord. À voir le moment où ça va être transposé de l'expérimentation impressionnante qui a été faite à la démonstration sur le terrain, en conditions réelles, avec des feux qui sont un tout petit peu plus intenses que 3 barils allumés, parce qu'il faut quand même remettre un peu les perspectives, les choses un petit peu en perspective. Mais c'est vraiment impressionnant, et c'est d'autant plus impressionnant que le système de pilotage, il est là. C'est une simple tablette. C'est-à-dire que, alors, évidemment, ils n'ont pas montré ce que la tablette affichait, mais globalement, vous avez quelqu'un au sol avec une tablette, une carte, et puis tu vas larguer là, et l'hélicoptère se débrouille. Là, on est à l'aube allez, on va le dire, d'une révolution. On va être très clair, je suis pas hyper fan des drones. Je trouve qu'avoir des aéronefs pilotés apporte une dimension humaine au domaine qui moi, m'attire. Là, c'est quand même un changement de positionnement
actuel opérationnel économique du domaine qui me paraît fort logique, qui est forcément éventuellement, enfin, qui est souhaitable sans doute, parce que qui dit aéronef non piloté dit que les opérations, il y aura moins de morts. Ouais, voilà. Mais quelque part, ce qu'on gagne en rationalité, on le perd en romantisme, hein, et ça a été une des remarques que Jérôme a fait sur mon LinkedIn quand j'ai relayé l'information, puisque ça a donné lieu à ça a donné lieu à un article sur Aérobuzz que j'ai relayé sur mes réseaux sociaux, dont Facebook et LinkedIn. Et Jérôme a réagi en disant, bah oui, on enlève les pilotes des cockpits. Et lui, ça le chagrine parce que il avait une forme de vocation pour ce genre de job, et il n'a pas été le seul. Et qu'on enlève l'humain de ces opérations-là, c'est quelque chose qui les touche. J'imagine que les anciens pilotes de Canadair qui traînent ici doivent avoir des opinions assez proches, même si il faut être rationnel, c'est une certaine logique. Waterfall 2023 n'ont pas parlé du type de liaison utilisé avec le S76. Ils ont donné relativement peu d'indications. Ils ont juste parlé donc du système Sikorsky, donc le système Matrix, et même le système qui a été mis au point par la société Rain n'ont pas donné le nom et n'ont pas donné de paramètres techniques, si ce n'est que, voilà, on a une tablette et on a un hélicoptère qui a fait 3 largages. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Moi, ça me semble être une bonne idée. Ça me semble être quelque chose qui est dans la lignée de tout ce qu'on prépare au niveau de l'aérien aujourd'hui. Est-ce que ça m'emballe? Est-ce que ça me passionne? Non, mais il faut quand même reconnaître que ça pourrait changer pas mal de choses. Alors, dans leur argumentation, ils ont quand même un point qui est important, c'est qu'effectivement, ils ont parlé des opérations nocturnes. Et c'est la dernière barrière pour les bombardiers d'eau, les opérations nocturnes, parce que humainement, oui, ça changera beaucoup de choses. La nuit, tous les hélicoptères sont gris, mais surtout, souvent, les températures baissent, donc les interventions des bombardiers d'eau pourraient être plus efficaces. Ça pose un autre problème, c'est que le matériel qu'on va utiliser la nuit, c'est le matériel qu'on ne pourra pas utiliser le jour. Or, le jour, il y a des moments où il faut mettre tout le monde sur le pont. Il faut mettre tous les éléments, tous les appareils qu'on a, il faut les mettre en action parce qu'il y a des habitations et des gens à protéger. Donc, me garder en réserve des appareils pour opérer la nuit, c'est quelque chose qui, à mon avis, va poser aussi d'autres problèmes. Aujourd'hui, les Canadair, les Dash, les avions américains, tout ça, la nuit, c'est grosse maintenance. Si vous avez des avions sur le parking qui sont prêts à décoller, mais qu'on ne fait pas décoller parce que on va intervenir cette nuit, il va falloir l'expliquer à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais il y avait plein d'hélicos sur le parking, pourquoi ils n'ont pas décollé? On les a gardés pour cette nuit. Ah ouais, mais le feu était éteint avant. Là, il y a quelque chose il y a des doctrines à mettre par écrit, clairement, pour expliquer comment on pourra opérer une nuit. Vraiment. Justement, puisqu'on parle d'hélicoptères et de sécurité des vols, il y a quelques jours, il y a cette vidéo-là qui a été diffusée. Je ne sais pas où ça s'est passé, j'ai pas noté, mais elle est impressionnante. On a un hélicoptère, un UH-1, qui vient de faire un remplissage sur une rivière avec un Bambi Bucket. Et là, je pense qu'il touche l'arbre, mais je suis pas sûr. Le rotor, le rack, le rotor anti-couple se brise, l'hélicoptère devient incontrôlable et tombe. L'équipage, le pilote, s'en est tiré sans grosse blessure, parce qu'il n'est pas tombé de très très haut et on voit qu'il est tombé vraiment à plat. Voilà, un hélicoptère autonome, il peut se passer ça, c'est juste de la ferraille pétée et il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort. Et ça change quand même pas mal. Parce que c'est aussi une discussion qu'on a eue avec d'autres personnes suite au short que j'avais fait, qui avait été fait sur mon intervention sur l'accident, sur le close call qui avait eu lieu sur le BE 146, qui avait failli se planter un petit peu comme le 737 de Coulson. Les leçons de ces accidents et de ces passages un peu chauds, ils sont juste là pour nous dire, pour nous aider derrière à faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui se tuent dans ces missions-là,
parce que tous les étés, quand même, on compte un certain nombre de victimes sur hélico, sur avions légers et sur bombardiers d'eau lourds. Euh, Si on peut s'éviter quelques enterrements, c'est pas plus mal, quoi. Donc voilà, c'est aujourd'hui le système Matrix et puis le système de mission Rain pourrait rendre ce genre d'opération sans humain à bord de l'hélicoptère et pourrait s'appliquer donc à beaucoup de types d'hélicoptères, même des Chinook, des Air Crane. On va voir combien de temps ça va. Pour moi, ça me paraît, si vous voulez mon sentiment perso, vraiment, moi, ça me semble inéluctable comme évolution. Ça viendra, ça arrivera un jour ou l'autre, forcément. La question, c'est quand. Bon, après, ça peut être ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Et dans ce domaine-là, des fausses bonnes idées, il y en a eu. Et donc, on va parler quelques minutes de ces fameuses fausses bonnes idées autour des bombardiers d'eau. C'est une idée d'émission qui m'a été suggérée fortement par Monsieur Chauve-souris qui doit traîner dans le coin. Alors, parce que j'ai pas eu le temps de faire une préparation monstrueuse, on va parler de quelques cas, mais et pas forcément des plus tragiques ou des plus grandioses. Non, on ne parlera pas du système de largage de la 400M qui est effectivement la fausse bonne idée la plus récente. Il y en a d'autres dans l'histoire. Il y en a, voilà. Et on va en parler de certaines parce que c'est amusant, parce que ça raconte aussi des époques et des histoires. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. C'est quelque chose qui date de 1926. Donc ça date pas d'hier, hein, ces évolutions pour utiliser des avions pour lutter contre les feux. Et celui-là est très très marrant parce que déjà le dessin est génial. Voilà, on est dans les années 20. Il y a des problèmes de feux de forêt dans l'ouest des USA, et puis il y a des gens qui se posent des questions de savoir est-ce que les avions, puisque maintenant en 1926, les avions sont devenus des engins relativement matures malgré tout, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'arroser les feux depuis des aéronefs? Et donc il y a un inventeur, Monsieur J.C. King, qui en 1925 conçoit ce projet et dépose un brevet, donc le 26 octobre 1926. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est un vrai brevet qui a été déposé aux États-Unis d'un arrosoir pour attaquer les feux depuis le ciel. On sait aujourd'hui qu'un arrosoir n'aura aucune efficacité parce que la chaleur des feux est telle que des gouttelettes d'eau comme ça seront évaporées avant d'atteindre le sol, avant d'avoir la moindre efficacité. L'échange thermique qu'il pourrait y avoir entre la flamme et l'eau ne se ferait pas. C'est un peu le même problème qu'on a avec la 400M. Oui, Franck, je te vois venir, mais là, on est quand même... on est quand même un siècle, il y a quasiment un siècle ce truc-là. Mais l'image est fabuleuse. Alors déjà, au niveau graphique, elle est fascinante, mais au niveau opérationnel, elle est marrante, quoi. Et ça, si vous allez chercher dans les brevets américains, vous allez la trouver assez facilement. Elle est utilisée régulièrement dans plein de livres parce que c'est quand même un des premiers projets un peu sérieux, un peu construit pour dire on va utiliser de l'eau depuis les avions. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire des bombardiers d'eau, mais ils ont quand même essayé plein de trucs à cette époque-là, dans les années 20, y compris des barriques de bière. Alors, il y a eu sur un... Alors, ça devait être un Ford Trimoteur à l'époque. Ils avaient installé des barils de bière vides, qui se avaient remplis avec de l'eau. Ils avaient colmaté et qu'ils avaient installé à côté, près des portes du Ford Trimoteur. Et en fait, le but du jeu, c'était d'ouvrir un bout du tonneau et de mettre aussi un coup de marteau dans l'autre bout pour faire rentrer l'air, de façon à chasser l'eau, de façon à ce qu'elle descende sur les feux. Le problème d'une barrique de bière, c'est que c'est quelques dizaines de litres, et pareil, la quantité fait que le largage va pas être efficace. Aujourd'hui, on fait ça effectivement avec des cartons remplis d'eau, mais le carton, on en avait parlé il y a quelques émissions, puisque c'est en service en Roumanie et en Amérique centrale, c'est que là on parle de cartons qui font 1 tonne. 1 tonne d'eau, ça a un impact. 35 litres, non. Et donc c'est une question d'échelle. Or, ces avions-là, et on le voit là, 1 tonne d'eau, ils ne les emportent pas. Là, c'est quelques dizaines de litres. Ces histoires de bombes à eau, aujourd'hui, elles sont opérationnelles parce que on a des cartons qui font 1 tonne, mais c'est quelque chose qui a été pensé il y a très longtemps. Ici, on est en 1959, hein, le brevet est déposé en 59, même si les études ont été faites en 56. Et là, le but du jeu, c'était d'utiliser les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale
avec leur système de trappe et pour larguer des bombes à eau par le système habituel. Même principe que ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Kalim avec le système Guardian, mais à une autre échelle. C'est pas une mauvaise idée en soi, sauf qu'elle est moins intéressante que de remplir directement la soute avec de l'eau. Là, on passe par un média, quelque part, par une obligation de remplir un certain nombre de projectiles, alors que finalement, remplir une soute directement, c'est beaucoup plus simple. Et on en arrive à une autre fausse bonne idée que je trouve très marrante, qui est celle-là. Alors ça, c'est tiré de ma Bible. Je pense que c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, qui est le livre d'Alexandre Linkevich, qui s'appelle Air Attack on Forest Fire, qui date de la fin des années 60. Alexandre était un pilote canadien, pionnier de la lutte contre les feux de forêt. Il a volé sur TBM Avenger, il a volé sur Avensis Invader. Il a fait partie des premiers pilotes à évaluer un tracker en feu de forêt. Il a terminé sa carrière. Il a fait du F7F Tiger Cat aussi. Et il a terminé sa carrière comme commandant de bord feu de forêt sur DC-6 chez Connair. Et dans les années 60, il en avait un peu marre de perdre des collègues qui faisaient un peu n'importe quoi avec les avions parce qu'il fallait tester. Et lui s'est mis à écrire ses notes pour dire, bah voilà, un feu, comment on peut l'éteindre avec un avion. Et il en a fait un premier livre qui était un pilote's manual, un pilote's guide for forest fire. Et puis il en a fait un livre un petit peu plus complet. Et c'est un livre qui est rare aujourd'hui, qui peut coûter parfois un peu cher, mais si vous le trouvez, et si vous vous intéressez au sujet, faut l'acquérir, c'est une vraie Bible. J'en dis pas plus, mais en fait, voilà, ce dessin sort de ce livre-là. Et ça, c'est aussi une fausse bonne idée géniale. Au début de l'utilisation des avions pour lutter contre les feux de forêt, on a donc utilisé des avions comme le TBM Avenger. La première démonstration d'un largage a été faite notamment par un Avenger pendant l'opération Firestop à la fin des années 50. Donc ça s'est passé sur l'aérodrome du comté d'Orange, qui s'appelle aujourd'hui le John Wayne Airport. Et sur cet aérodrome, un certain Paul Mantz avait fait une démonstration avec un TBM qui avait été rempli d'eau. Et la soute ventrale. Le TBM, comme c'est un avion torpilleur, bah, vous avez une soute qui était, voilà, plutôt que de lancer des torpilles, autant lancer de l'eau. Très bien. Et il s'était posé la question de savoir comment mettre de l'eau dans cette soute, sachant que elle n'est pas totalement étanche. C'est pas un truc qui était fait pour être étanche. Donc si vous mettez de l'eau dedans, directement, ça va fuir de partout. Cyril 37, qui connaît bien le sujet, nous précise que ça se passait en 1954. Donc, pour étanchéifier cette soute, ils ont eu une idée géniale, c'est de mettre un ballon-sonde, de mettre du caoutchouc venant d'un ballon-sonde. On met le ballon-sonde dans la soute, et puis on ouvre la soute, par un phénomène aérologique, le ballon se crève et l'eau tombe. Bon, c'est l'idée géniale. Mais par rapport à une étanchéification de soute, c'est quand même contraignant parce qu'il faut trouver des ballons-sondes, il faut les remplir, les manutentionner, et au moment du retour de l'avion, il faut tout refaire. Alors qu'aujourd'hui, avec une soute étanche, branchez juste le tuyau, vous remplissez le truc et l'avion repart. C'est tellement beaucoup plus simple. Et bien cette soute-là, qui a été... alors je me demande si c'est pas un brevet de Linkevich lui-même, elle avait été plutôt pensée pour des avions style Twin Otter. Et en fait, ça reprend ce système d'étanchéification, mais avec une membrane. Et en gros, vous avez un rouleau de membrane à l'arrière de la soute. Et en fait, l'ouverture, le largage se fait avec des cutters qui découpent juste un petit bout de la membrane au moment du largage. L'eau tombe, la membrane s'arrache, et puis au moment où vous arrivez au pélicandrome, vous tirez la membrane, vous la refixez, vous remplissez avec de l'eau, vous repartez. En fait, voilà, c'est une bonne idée pour l'époque. Mais c'est une fausse bonne idée parce que c'est tellement plus simple d'avoir, dans ces cas-là, une trappe étanche. Et donc, il faut mieux travailler l'étanchéité des trappes de largage plutôt que d'inventer des systèmes un peu bizarres comme ça. Alors, on a parlé du système Kalim, qui lui est opérationnel et qui marche parce que c'est des cartons d'une tonne et des endroits où ça peut servir, parce que c'est surtout fait pour être stocké un certain temps dans un coin. Et puis, quand il y a un feu, qu'on n'en a pas souvent, on le sort et puis ça permet de transformer un avion de transport militaire, genre CASA ou C-130, très facilement en bombardier d'eau. Vraiment très facilement.
On avait eu en 2014 à Sacramento une démonstration d'un système qui avait été conçu par la société israélienne Elbit, qui était le iDrop, qui était en fait des petits sachets de 20 centilitres qu'il fallait être rempli de retardant, qu'on mettait comme ça en vrac dans une soute, ça s'ouvre, les sachets tombent. Là, ce qui était marrant, c'est qu'il s'explosait au sol. Bon, ça faisait pas mal de matière plastique au sol, le plastique étant un peu incombustible. L'idée était pas bête parce que ça permettait de pas évacuer éventuellement, si un pompier se prend un sachet sur le casque, c'est que 20 centilitres, donc c'est pas aussi dangereux qu'un carton d'une tonne, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut larguer de plus haut parce que le largage reste un petit peu concentré, parce que les sachets naviguent moins, encore que par fort vent, je sais pas ce que ça aurait pu donner. Sauf que c'est une bonne idée. Sauf que c'est une fausse bonne idée, parce qu'il faut avoir sur le terrain, et il nous l'avait montré d'ailleurs, un système de mise en sachet du retardant. Et c'est un truc qui occupait une remorque complète. Or, ça c'est quelque chose qu'un hélicoptère, comme on sait que les feux sont quand même des choses assez mobiles, que les points de remplissage des hélicos, c'est là où ils peuvent, ça veut dire que les obliger à revenir au pélicandrome, quelque part, ça oblige à avoir des pélicandromes, et donc ça oblige à multiplier le nombre d'endroits où on pourrait avoir ces machines à mettre le retardant en sachet. Donc c'est une fausse bonne idée, parce qu'opérationnellement, c'est plus compliqué que d'aller chercher de l'eau dans un lac, dans une rivière, ou dans une berce d'un camion de pompiers. Fausse bonne idée, à nouveau. Parce qu'au final, il faut se rendre compte que dans les années 50, on expérimente beaucoup de choses. Cette photo-là, elle est historique, et c'est pas une fausse bonne idée. Pourtant, et aujourd'hui, on a encore ce genre de réaction. C'est des avions, c'est des gros avions, ça sert à rien. Dans le relief, ils vont se péter la gueule. Oui, ben n'empêche que là, cette photo-là, elle montre juste un truc. C'est qu'en 1953, ça se passe en Californie, dans le comté de Los Angeles. C'est le prototype du DC-7. Et les avions de ligne, on passe par un certain nombre d'essais en vol, qui sont extrêmement importants. Et on fait des essais à vide, mais on fait aussi des essais avec une masse à bord correspondant aux passagers qu'on va ensuite emporter. Et pour simuler cette charge, on ne va pas mettre des vrais passagers, parce que si ça tourne mal, on va faire des morts. Puis il faut trouver des volontaires. Donc, les constructeurs de tout temps ont utilisé un système qui est de mettre des réserves d'eau dans les avions pour faire le lest. Et pendant les essais du DC-7, encore une fois sur l'aérodrome d'Orange, donc aujourd'hui le John Wayne County Airport, sur lequel, avec Franck, on a fait des touch and go en Cessna 177 il y a quelques années. Sur cet aérodrome, le DC-7 avait fait donc un passage à la suite d'un vol d'essai, et il s'était délesté de sa charge d'eau utilisée pour les essais avant de se poser. Il s'est mis à la masse, comme sur les avions de l'aéronavale. Sauf que les problèmes des feux de forêt dans ce coin-là, ils ont toujours été très cruciaux. C'est pas pour rien que l'aviation feux de forêt naît, entre autres, en Californie. Et après le passage de l'avion, les gens de l'aéroport ont vu que la piste sur laquelle il avait largué son eau était humide. C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, mais si ça reste humide, là, ça pourrait pas toucher les feux. Et donc, quelques jours plus tard, ils ont fait une démonstration avec le DC-7, mais cette fois-ci, et on le voit ici et là, sur des feux simulés. Et ils se sont aperçus que des largages massifs avaient une certaine efficacité sur les feux. Il y a sûrement eu des gens pour dire ça, c'est une fausse bonne idée. Sauf que ces largages-là sont à la base de tout ce qu'on a aujourd'hui en feu de forêt. Donc il faut se méfier des fausses bonnes idées. Des fois, sur les fausses bonnes idées, il y en a des bonnes. Moi, quand on parle de fausses bonnes idées sur les bombardiers d'eau, il y en a une qui me vient en tête. Alors celle-là, elle n'est pas très connue parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité dessus. Mais oui, c'est un ULM, un pendulaire que je vous ai mis à l'écran. La photo est magnifique. C'est un truc que j'ai jamais fait, ça, l'ULM. Il faudra que j'essaye un jour. En plus, là, il y a des skis, donc forcément, c'est sympa. Ça n'a strictement rien à voir avec les bombardiers d'eau, pourtant. Dans les années 2000, dans le sud de la France, il y a une petite entreprise qui s'était montée. Et ils avaient un projet qui paraissait amusant. C'est-à-dire qu'il y avait quelques endroits, dans le Var notamment, on l'a vu en 2000, c'était en 2003, les gros feux dans le Var, qui étaient très sensibles. Et sur la côte aussi, il y avait des endroits qui sont protégés et qui sont difficiles
à protéger parce que c'est des petits endroits et le temps que les bombardiers d'eau arrivent, pourrait y avoir des catastrophes. Et je crois que l'opérateur de cette entreprise parlait particulièrement de la presqu'île de Porquerolles, donc qui se trouve à côté d'Hyères, pas très loin de Toulon. Et il avait mis en place une société, il essayait de promouvoir l'utilisation d'ULM pour assurer la sécurisation feu de forêt de la presqu'île de Porquerolles. Alors, son argument était, c'est une petite île, les feux seront pas gros, donc avec des ULM, on pourrait arriver à intervenir rapidement et la quantité d'eau sera suffisante. Si je vous ai mis cette photo d'un biplace, c'est tout simplement pour des histoires pour vous faire visualiser un petit peu la charge que peut emporter un ULM. Ici, vous avez un pilote, vous avez un passager, donc ça veut dire que si vous remplacez le passager, allez, on va dire un mec de ma taille, ça fait 100 kg, ça fait 100 litres. On peut envisager un ULM qui emmène 100 litres d'eau, en plus de son carburant. Mais là où l'idée était bonne, en se disant, on va utiliser des ULM pour faire de la première intervention sur des petits secteurs très limités et où 100 litres d'eau pourrait éventuellement être efficace. Parce que ça ne pouvait être efficace que si l'ULM intervient vraiment dans les secondes qui suivent le déclenchement. Et là où l'idée devient faussement bonne, c'est que il expliquait que lui voulait, pendant les journées chaudes, faire du gare avec des ULM, c'est-à-dire que autour de la presqu'île de Porquerolles, il ferait tourner 3 ou 4 ULM en permanence pendant les journées chaudes, prêts à intervenir, prêts à bondir sur la moindre flamèche qui traîne. Vous imaginez les gens qui viennent visiter la presqu'île de Porquerolles, qui sont là pour les vacances avec les ULM qui tournent en permanence? Fausse bonne idée, ça ne peut pas marcher. De fait, l'utilisation des ULM pour des interventions comme ça sont très limitées parce que ce sont des aéronefs lents qui n'emportent pas beaucoup. Théoriquement, 100 litres, si tu arrives dans les 15 premières secondes, oui, ça marche. Il y a un dicton pompier qui dit quand un feu démarre, dans les 10 secondes, tu as besoin d'un verre d'eau, dans la minute, tu as besoin d'un extincteur complet, et au bout de 2 minutes, tu as besoin d'un camion. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est un peu ça. C'est vraiment, sur un feu qui démarre là devant moi, j'ai un verre d'eau, j'arrose, terminé, on n'en parle plus. Par contre, si je laisse le feu grandir 1 minute, là, il va prendre d'autres proportions, il va falloir plus de moyens. Donc au bout de 3-4 minutes, il faut un camion de pompiers et au bout d'une demi-heure, il faut des canadaires. Waterfall 2023, par vent d'ouest 25 nœuds, le feu traverse Porquerolles en moins de 30 secondes, pas beaucoup de largage. Voilà, c'est ce qu'il voulait utiliser. C'est pour ça qu'il voulait que les ULM s'envolent en permanence. Ah oui, mais ça, c'est une fausse bonne idée. L'idée est louable en soi, en se disant, faut étudier. Mais là, on se rend compte que ça marche pas. Pas beaucoup de largage. En moins de 30 minutes, oui, pardon. Oui, c'est... Puis l'écran est pas très grand, excusez-moi. Oui, en moins de 30 minutes, mais ça se trouve, beaucoup de vent, puis le feu, il aura touché, il aurait été dangereux en quelques minutes. Donc, c'est pas très grand Porquerolles. Donc, voilà, fausse bonne idée, l'ULM. D'ailleurs, les interventions légères, voilà une autre fausse bonne idée, finalement. Là, on a un avion léger, on le reconnaît tous, c'est un Morane Saulnier Rallye. Un avion qui est extrêmement intéressant à piloter, qui est très agréable. J'ai eu la chance de voler sur des rallyes de la marine il y a quelques années. C'était des avions vraiment sympas. Eh bien, le rallye, il y a eu des versions militaires du rallye, le rallye guerrier qui était armé jusqu'aux dents, prêt à bondir. C'est pas des avions de combat très très efficaces, qui étaient en tout cas plutôt de la lutte anti-guérilla, mais aujourd'hui, même une balle de Kalachnikov. Voilà. Eh ben, ils ont fait une évaluation de largage avec un rallye. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement peu connu, mais des avions sur lesquels on a fait des expérimentations de largage, j'en ai eu plein, et la plupart étaient de fausses bonnes idées. Oui, un rallye peut... alors combien ça peut emporter? Alors je sais qu'il y a eu des rallyes qui avaient des moteurs jusqu'à 230 chevaux, je crois. La charge utile, c'est 4 passagers, charge utile de 400 kg, t'enlèves les packs, ouais, il te reste 300 kg, allez, 300 litres. Ouais, 300 kg dans ces eaux-là, voilà, exactement. Peut-être un peu plus avec un moteur un peu puissant, voilà. Mais malgré tout, ça reste un avion extrêmement lent. On se balade à quoi là-dessus? 100, 105 nœuds. Non, il faut utiliser les avions légers pour ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire que ça, ce sont des avions, on ne fait pas de l'intervention avec, on fait de la reconnaissance. Ce que fait
Le Horus du côté de Nîmes me semble être une meilleure idée. Le Horus, c'est un Cessna 182. C'est un peu plus rapide qu'un Ralouse et ça peut apporter sa pierre à l'édifice plus que si on le remplit d'eau. Donc, fausse bonne idée. L'avion léger bombardé d'eau. Autre fausse bonne idée. Les ballons. Alors, les ballons, alors ça, c'est un projet qui avait été initié il y a quelques années. Je crois que c'est une expérimentation qui avait eu lieu en 2022. Les marins-pompiers de Marseille avaient donc installé un ballon qui montait assez haut, hein, je crois que c'était 500 mètres d'altitude, et avec des senseurs, quelques kilos, et ils ont effectivement détecté un départ de feu à 14 km. Ok, très bien. Là, on a un socle, c'est un ballon captif, hein, donc le ballon monte environ 500 mètres d'altitude peut-être. Les capteurs, aujourd'hui on fait des capteurs miniatures qui sont extrêmement performants, donc ça, la charge utile, c'est pas très grave, hein. Je crois que c'était moins d'une dizaine de kilos de charge utile, mais une GoPro, voilà, t'en mets plusieurs et ça marche très bien. Bon, ben ça c'est l'exemple type de la fausse bonne idée, alors notamment pour ça. Bon, ça, c'est une photo du débarquement, des plages de débarquement après le 6 juin 44. Moi, la première chose, quand j'ai entendu parler de ces ballons, c'est ça, c'est cette image-là qui m'est venue en tête. Parce que les ballons captifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient pas utilisés pour la reconnaissance, ils étaient utilisés pour empêcher, pour protéger les zones. Parce que là, si vous débarquez avec votre Focke-Wulf 190 et que vous voulez mitrailler les bateaux qui sont là, vous allez vous prendre dans les câbles des ballons et vous ne survivrez pas. Le ballon non plus, mais il est là pour ça. Donc, les ballons sont des obstacles aériens. Et pour en revenir à ce projet-là, vous me faites monter. Alors évidemment, vous avez moins de ballons, mais vous les faites monter dans les zones où il peut y avoir des feux. C'est des zones où il peut y avoir des canadaires. Si le ballon est trop haut, les pilotes pourraient ne pas le voir et se prendre dans les câbles. Et là, ça veut dire que le ballon qui va détecter un feu, il va falloir le ramener au sol dès qu'il l'a détecté, parce que sinon les pilotes vont pas vouloir rentrer dans la zone, en se disant, bah voilà, il y a des obstacles, on ne rentre pas. L'autre point qui posait problème aussi sur ces ballons-là, c'est que leur vitesse vent maximale, c'était 100 km/h, donc, parce qu'ils risquaient de s'arracher. Donc ça veut dire qu'il faut les ramener au sol quand le vent est très fort, c'est-à-dire qu'il faut les ramener au sol quand la situation est la plus dangereuse pour les feux. Donc en fait, on les enlève au moment où on n'en aurait plus besoin. Ça marche pas. On peut mettre des câbles plus solides, mais ça en fait des dangers encore pires pour les canadaires. Il faut voir la zone de détection, il pourrait y en avoir à 3 ou 4, à des espaces différents, mais voilà. Ça a été un réel problème pour le voir, il fallait demander son entrée en cas d'intervention sur zone. Donc voilà, on a exactement l'exemple de la fausse bonne idée. Le ballon est trop haut, génère une gêne pour les moyens d'intervention, ce que un bras télescopique ne serait pas. Il suffit d'être juste au-dessus de la cime des arbres pour détecter, et c'est ce qu'ils font en Californie, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir un ballon ici, vous mettez une petite cahute avec un panneau solaire là sur la roche là, et vous détectez toute la zone pareil. Donc, fausse bonne idée. Et effectivement, le projet n'a pas allé plus loin, parce que pour les feux de forêt, c'était inutilisable. D'autant plus que le point de départ des feux de forêt n'est jamais connu à l'avance. Donc avoir multiplié les ballons sur toute une zone pour bien couvrir la zone, ça veut dire beaucoup de ballons, ça veut dire des chemins tracés dans la verte pour aller chercher, ça veut dire des systèmes pour les ramener en automatique ou en manuel, ça veut dire beaucoup de contraintes humaines pour un système qui normalement doit se passer de l'humain. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que ce genre de système n'est pas utilisé par exemple pour sécuriser ou surveiller une manifestation sportive, des manifestations qui sont organisées à l'avance. Quand on sait l'endroit à l'avance où quelque chose va se passer, on peut positionner des dirigeables pour faire de la détection, pour faire de la reconnaissance, pour avoir quelque chose en permanence. J'ai trouvé dommage, par exemple, que cette société ne survive pas pour utiliser ces ballons et ces systèmes de détection pour des manifestations beaucoup plus connues, où la zone est circonscrite facilement. Beaucoup de monde, autant laisser les tours de guet.
Il y a les tours de guet, mais aujourd'hui, on peut remplacer les tours de guet par des caméras automatiques. C'est ce qu'ils font en Californie. Ça peut être extrêmement intéressant et très efficace. Autre fausse bonne idée, le V22. Puisque ça, c'est une demande qui a été faite par un des téléspectateurs sur un des replays et sur les commentaires YouTube. Le V22, en utilisation bombardier d'eau, qu'est-ce que ça pourrait donner? Le V22, je rappelle le concept, c'est un hybride, c'est-à-dire que c'est un hélicoptère au décollage, et puis les rotors basculent vers l'avant, ils se transforment en avion. Ça veut dire que c'est un appareil qui peut faire du stationnaire, mais qui peut avoir aussi une vitesse de transit assez élevée. Je crois que sa VNE est aux alentours de 290 nœuds. Donc un hélicoptère qui va à 290 nœuds, si vous en voyez un, vous me le dites, ça m'intéresse. Mais voilà, exemple type de la fausse bonne idée en feu de forêt, c'est le V22 par exemple. Là on le voit, comme pour le DC-7, pour un vol d'essai, il était chargé à l'eau. Avant de se poser, il largue l'eau. Donc, il y a une trappe, il peut larguer de l'eau. Très bien. Pourquoi ne pas l'utiliser sur feu? La question a été réellement posée, et là, ce que je vous pose là, c'est la couverture d'un rapport qui a été fait au sein du Marines Corps il y a une douzaine d'années, sur l'utilisation possible du V22 en bombardier d'eau, et on le voit sur la couverture, ils ont testé le V22 avec un Bambi Bucket. Une remarque, le souffle est trop puissant et réactive le feu. C'est un point qui a été signalé, mais c'est pas le pire. Et c'est ça qui est marrant. C'est un rapport qui fait une vingtaine de pages, où il y a des points très précis, montrent dans quelles circonstances ils ont utilisé le V22 sur des vrais feux, hein, comme on le voit sur l'image. Les contraintes de manœuvrabilité, les contraintes d'emport. Alors, je vais vous donner quelques paramètres. Il a été utilisé avec un Bambi Bucket qui fait 900 gallons, donc 3600 litres. C'est un tout petit peu plus qu'un Air Tractor, mais c'est beaucoup plus qu'un écureuil, mais c'est beaucoup moins qu'un CH47. Les vitesses qui ont été données, c'est que le V22 avec un Bambi, il était limité en vitesse à 90 nœuds. La vitesse maximale au largage, 50 nœuds. Si on l'utilise avec une soute interne, parce que il y a le Bambi, mais il y a aussi la soute interne, parce que là, la charge utile d'un V22, c'est à peu près 10 tonnes. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a mis le carburant, l'équipage, un peu d'équipement, il doit rester 6 tonnes utilisables. Ça fait un largage de 6 tonnes, là ça commence à compter, ça commence à être intéressant, un largage de 6 tonnes, sachant que l'avion a une trappe, une soute. Donc, ouais, je dis l'avion, mais c'est un hybride, hein, c'est entre les deux, c'est un convertible, donc on peut utiliser le terme qu'on veut là-dessus. Et effectivement, il peut faire des largages très précis, etc. Mais se pose une vraie question. L'avantage du V22 par rapport à l'hélicoptère, ça va être la vitesse de transit. Mais une fois qu'il est sur zone, il est utilisé comme un hélicoptère. Il va sans doute pas faire de transition entre le feu et le point d'eau, puisque l'intérêt des hélicoptères, c'est d'avoir des points d'eau, de pouvoir utiliser des points d'eau qui sont à l'immédiate proximité du feu. Donc, à ce moment-là, le côté convertible n'est pas tellement utilisable. Il faut que le feu soit à une certaine distance pour que ce soit intéressant. Dans ces cas-là, on a des avions qui vont sur des aérodromes, et puis en fonction de la distance, si ça se trouve, un hélicoptère à 130 nœuds, il est tout aussi efficace, pour peu qu'il emporte plus. Voilà. Donc, même sur le plan opérationnel, oui, il y a un intérêt, mais c'est pas une capacité d'emport aussi importante. Et là arrive un deuxième couteau. Le V22, il est équipé de 2 turbines qui font à peu près 6000 chevaux. Donc c'est puissant. Mais on utilise 6000 chevaux pour quoi? 6 tonnes, 7 tonnes d'emport? Prenons un exemple pris, alors totalement au hasard. Le Dash 8, 2 fois 5000 chevaux, 360 nœuds en vitesse de croisière, 10 tonnes d'emport. Ok, il faut qu'il retourne à l'aérodrome pour recharger le retardant. Mais en termes d'opération, il est plus souple à utiliser. Et puis là arrive vraiment, là, le truc, le coup de massue. L'heure de vol du Dash 8 à la sécurité civile, il est donné pour tourner aux alentours de 10 000 € l'heure de vol. Alors après, ça dépend, le chiffre varie en fonction de si on intègre l'amortissement, c'est-à-dire le coût d'achat de l'appareil ou pas. Mais on peut dire qu'un Dash 8, c'est entre 10 et 15 000 € l'heure de vol. Le Canadair, c'est aux alentours de 15 000, voire un petit peu plus. Le Tracker, dans les dernières années, il était aux alentours de 5 000 € l'heure de vol, donc ça vous donne un petit peu des tarifs. L'heure de vol du V22, elle est estimée à 80 000 €. Je répète,
L'heure de vol du V22, elle est estimée à 80 000 euros pour emporter 6 tonnes d'eau, enfin, ou 3 tonnes sur un Bambi Bucket. À partir de ce moment-là, il n'est pas plus pratique qu'un hélicoptère, il n'est pas plus rapide qu'un avion. L'avantage de la transition entre l'hélicoptère et de l'avion n'est pas forcément établi, et les coûts opérationnels sont exorbitants. Fausse bonne idée. S'il y a une base du Marine Corps ou de la Navy qui est encerclée par un feu, qui a des Bambi Buckets qui traînent, vous les installez sous les V22, pas de problème. Mais c'est la seule utilisation qui peut être faite. L'expérience a été faite en 2012 au sein du Marine Corps, elle a été répercutée, elle a été faite aussi dans l'US Navy, je crois aux alentours de 2014, ils en sont arrivés à la même conclusion que nous, c'est-à-dire que oui, on peut l'utiliser, oui, et il y a d'autres outils beaucoup plus optimisés à côté, beaucoup plus intéressants. Et le V22 n'en fait pas partie. Et alors, je ne parle même pas de la sécurité des vols, parce que le V22, il est en service depuis une quinzaine d'années. Il y a quand même une litanie d'accidents mortels et d'interdictions de vol qui est quand même assez effrayante. L'avion, vraiment impressionnant à voir voler, vraiment, c'est une machine. Ils ont bien fait de la faire, parce qu'il y a des opérations pour lesquelles elle peut être intéressante, je pense, des infiltrations de commandos, des choses comme ça. Il y a une utilisation possible de cet appareil, vraiment, et ils en ont 300 en service, ok. Mais pour le feu de forêt, prenez un Chinook. Ok, il est plus lent, mais il emporte plus, il coûte moins cher à faire voler, et pour se remplir, il pose moins de problèmes. Exemple type de fausse bonne idée. Alors, l'émission va se terminer dans quelques minutes. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Corentin. Corentin de la chaîne Low Fuel, il est allé à Amsterdam pour la convention des hélicoptères c'était il y a 15 jours, et sur le vol du retour, ils ont été confrontés à une météorologie trop difficile, et comme Corentin est un pilote prudent, il a fait un truc bien, il a interrompu le vol, il s'est posé dans un coin, et il a posé son hélico en disant ça sert à rien qu'on aille plus loin, on va se tuer. Et donc il s'est posé pas très loin d'un restaurant. Et malheureusement, la météo a fait que il n'a pas pu ils sont rentrés à Paris en taxi, et il n'a pas pu récupérer son appareil. Il l'a laissé dans la verte pendant 6 jours, je crois. Et malheureusement, quand il est revenu, il s'est aperçu que son avion avait été braqué, son hélicoptère avait été braqué, en fait, il avait été cambriolé, ils lui ont piqué plein de trucs. Et donc, il fait passer le message suivant, et je le relais bien volontiers, du matériel qui a été volé. Donc, il y a 3 gilets de sauvetage, il y a une PLB, donc c'est une balise de détresse, 4 casques Bose A20 avec prise Lemo et des câbles RAID et des câbles torsadés, une bouteille d'air ERSA sur Vitech, une clé d'hélicoptère accrochée à une flamme bleue. Et c'était la seule clé de son hélicoptère. Donc, l'hélico, il l'a ramené à Issy-les-Moulineaux depuis, je l'ai vu sur Flight Radar, mais je ne sais pas comment il s'est démerdé pour la clé. Un extincteur spécial aéro et un couteau suisse Victorinox. Donc, pour ceux qui volent, qui sont aussi pilotes d'hélico, qui sont pilotes d'avion, si vous voyez des gens qui vous proposent ce genre de produit à des prix vraiment trop raisonnables pour être honnête, il faut prévenir Corentin. Il est facile à joindre via sa chaîne YouTube. En lien, je vous ai mis la vidéo qu'il a faite justement sur son braquage, enfin sur ce cambriolage. Il explique pourquoi il a interrompu son vol, il explique ce qu'ils lui ont volé, il donne aussi les numéros de série des matériels qui lui ont été volés. On aura la suite judiciaire de cette opération-là, puisque de toute façon, il y a des fortes chances qu'on puisse retrouver les voleurs. Il y a pour plus de 20 000 euros de vol. Bon, Corentin peut relativiser, c'est vrai que ça ne me le met pas en danger économiquement, visiblement, mais c'est quand même une sale surprise, quoi. Je vous ai mis le lien vers sa vidéo, vous allez la voir, elle n'est pas très longue, elle fait un quart d'heure, mais elle est très marrante. Et puis bon, Corentin est un mec bien, il y a un pilote sérieux, il l'a bien montré. Bon, là, il y a un petit appel à l'aide pour essayer de retrouver son matos. Je le relais volontiers, sachant que, en plus, l'hélicoptère qui s'est fait braquer, c'est celui avec lequel on avait volé cet été, le F-Hang, le R-44. Voilà. Et puis quelqu'un qui m'emmène en vol, oui, s'il a des messages à faire passer, on relaie bien volontiers, Corentin. Voilà.
c'est passé. Et puis, ben voilà. Et puis, on va terminer l'émission sur une note un peu triste. J'ai appris ce matin le décès de quelqu'un que je connaissais. Il s'appelait Frédéric Van den Toren. Il était mécanicien chez Corsair. Il avait fait une grande partie de sa carrière sur 747, mécanicien technicien aéronautique. C'était un spotter aussi acharné, un photographe aéro de talent. Et régulièrement, on voyait ses photos dans le fanat de l'aviation. C'était un des piliers de la Ferté-Alais, puisqu'on le croisait tous les week-ends à tourner autour des avions, à faire de l'entretien, à faire de la photo air-to-air aussi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une photo qui a une quinzaine d'années. Il était à l'arrière d'un T6 pendant le Tora Tora et il a fait une photo absolument sublime des T6 en train de plonger sur la Ferté-Alais. Prise depuis un T6 qui était en train de débuter la manœuvre. Donc on domine le terrain et on voit les T6. C'est celle-là que j'aurais dû mettre d'ailleurs. On voyait les T6 plonger vers la Ferté. La photo était absolument géniale et c'est lui qui l'a faite. Il est malheureusement décédé cette semaine. Les causes de sa mort sont pas connues avec certitude. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il vivait seul. Bon, bref. Ouais, ben voilà, c'était quelqu'un que je croisais dans les meetings, c'était ce qu'on appelle un copain de meeting. On se saluait quand on se croisait, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu quelques conversations quand j'étais libraire à la Maison du Livre, qui était client et qui venait m'acheter régulièrement des bouquins à la Maison du Livre, donc c'est quelqu'un que je connaissais depuis 25 ans. On a appris son décès ce matin. Ça me rend triste et je voulais lui rendre hommage parce que oui, c'était quelqu'un qui vivait l'aviation à 100%, autant dans sa carrière professionnelle que dans sa vie perso. Euh, ouais, voilà, bah, oui, on le voyait souvent. Bon, meeting d'affaires TALé, par exemple, il était souvent à guider les avions sur le parking, parce que lui, il avait la qualification qui lui permettait de le faire, pour lui rendre hommage. Voilà, c'est bon, c'est la triste nouvelle du jour, et ouais, ça fait partie des copains de meeting, et d'apprendre sa mort ce matin, ça m'a vraiment peiné, voilà. La semaine prochaine, alors, exceptionnellement, je sais de quoi on va parler la semaine prochaine, puisque demain soir, je vais au spectacle de Gaël le magicien, et donc je vais voir sa grande première, où il va nous faire apparaître sur scène un Alpha Jet de la Patrouille de France. Donc, on en parlera la semaine prochaine, mais on ne parlera pas que de ça. Et pour le reste, eh ben, on se laissera guider par l'actualité. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci d'avoir été actif sur le chat, d'avoir posé des questions, d'avoir apporté des informations. Le replay sera en ligne mercredi, mais je ne sais pas trop à quelle heure. On essaiera de rajouter les photos qui manquaient. Merci de votre fidélité. Lâchez solo à 1 an. On a plein de projets pour la suite. Et merci à vous en tout cas. À bientôt.